Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour notre nouveau format de témoignage. Dans ce nouveau format que vous retrouverez régulièrement sur notre chaîne YouTube, je recevrai des invités au parcours hors du commun, qu'ils soient célèbres ou anonymes. Pendant 20 minutes, j'échangerai avec eux sur leur parcours de vie, souvent poignant, émouvant et avec toujours beaucoup d'anecdotes et des messages à faire passer. Pour ce premier numéro, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Aragona. Nicolas a 33 ans, il est séropositif depuis 12 ans et aujourd'hui nous fait le plaisir de venir témoigner et nous faire part de son vécu et de ses combats. Bonjour Nicolas. Bonjour. Comment ça va? Très bien, et toi? Très bien, ça va très bien. Pour commencer, tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter tout simplement? Donc moi c'est Nico, j'ai 33 ans, je suis séropositif depuis maintenant presque 12 ans cet été et j'ai créé une association l'année dernière qui s'appelle Super Séro qui lutte pour la visibilité des personnes séropositives dans la culture populaire, on va dire. Voilà. C'est la première question qui vient à l'esprit quand on parle de ce sujet. Quand et comment tu as appris ta séropositivité? Alors c'était il y a maintenant 12 ans, j'étais parti pour vivre à Montréal et arrivé sur place, au bout de quelques semaines, je le saurai plus tard, mais j'étais en primo-infection. J'ai dû rentrer en France en urgence parce qu'on pensait que j'avais la méningite. Et c'est arrivé en France que le diagnostic a été posé. Quand le diagnostic a été posé, comment tu l'as vécu personnellement? À l'époque, moi, quand je l'ai appris, on m'avait laissé déjà quasiment presque une journée entière. On m'avait dit c'est grave, il faut un traitement d'urgence, mais les gens ne voulaient pas me le dire. Le laboratoire ne pouvait pas me le dire, le médecin généraliste était parti en vacances, donc c'était le remplaçant qui était présent qui m'avait refusé de le dire, tout en me disant que c'était grave et que ça demandait un traitement d'urgence. On a galéré des heures et j'avais la chance d'avoir une mère qui travaillait à l'hôpital, donc qui a pu nous trouver quelqu'un qui a bien voulu nous l'annoncer. Mais moi, dans ma tête, pendant des heures, j'étais en train déjà de cogiter, à me dire j'ai une maladie grave, il me reste 2 semaines à vivre. Enfin, j'étais vraiment parti sur des trucs. Et finalement, quand c'est tombé, j'étais pas vraiment super informé, mais j'avais quelques brides d'informations. Et dans ma tête, je me suis dit ok, il me reste au moins 10 ans à vivre. Et quand j'étais face à l'infectio qui me demande comment je me sentais, en fait, rapidement, j'ai dit moi, j'avais de suite pensé notamment aux gens qui étaient morts, mais alors, morts du sida, mais aussi ceux qui étaient morts des traitements. Et de me dire, mais il y a tellement de gens en fait, qui sont morts des traitements pour qu'on puisse en avoir un aujourd'hui et qu'on puisse vivre, que je me sentais déjà reconnaissant. Et la deuxième chose qui m'est venue, et que j'ai dit d'ailleurs, ça a été, je pense que ça va être dur, mais socialement, je pense. Je pense que ça va aller. Et à ça, on m'a répondu que c'était un discours qui était très inquiétant, qu'il fallait absolument que j'aille voir un psy. Et que... Juste, comment ça se fait? Pourquoi tout de suite on t'a dit, suite à ta réaction, que tout de suite tu devais aller voir un psy? Je sais pas, je pense que la prise en charge n'était pas... en fait, c'est soit et sa chance, hein, parce que ça dépend sur qui tu tombes, ça dépend comment ça se passe, ça dépend... je pense qu'en fait, ils ont vu quelqu'un de jeune, ils ont peut-être imaginé que j'avais plusieurs comportements à risque, enfin, j'en sais rien. Mais moi, ce qui m'a marqué, ça a été cette phrase juste après qui a été surtout n'en parler à personne, n'en parlez pas, quoi. Dans un second temps, tu l'as annoncé à ton entourage. Comment a vécu cette annonce, enfin comment ton entourage a vécu cette annonce? Alors, au niveau de la famille, il n'y a pas eu d'annonce parce que on l'a appris ensemble. C'est plus au niveau des amis, du milieu, parce que je suis homosexuel et que quand on est dans des petites villes, enfin c'est Nice, c'est pas non plus une très petite ville, mais c'est pas non plus une très grande ville, le milieu est petit, donc les gens se connaissent, donc ça se répète très facilement. Et le niveau amical. Là, ça a été beaucoup plus compliqué, j'ai perdu, on va dire, quasiment tous mes amis. Donc tu as senti des gens qui, une fois que tu leur avais annoncé, de manière insidieuse, qui sont peu à peu qui sont éloignés de toi. Ouais, qui se sont éloignés. Après, Voilà. il y a aussi des gens que j'ai éloignés parce que quelqu'un qui te sort, je sais pas, mais oh, t'aurais pu faire attention, t'aurais pu faire gaffe, et encore t'as joué au con, ah bah c'est dommage, pour toi les plans cul c'est fini. Bon, la première, deuxième, troisième, cinquième réflexion, on a tendance un peu, enfin moi j'ai eu tendance à me dire bon ça va quoi. Laisse-moi. Peut-être pas de bons amis, c'est peut-être là justement dans... J'ai pas eu de jugement sur ça, mais c'était plus sur moi, j'avais besoin qu'on me laisse tranquille et j'avais besoin de décider comment j'avais envie de vivre cette chose-là. Et encore aujourd'hui, c'est pas ce qui se passe, c'est-à-dire que plusieurs fois, on m'a posé la question comment est-ce que tu vis d'être séropositif, et c'est plutôt comment est-ce que les gens nous permettent de le vivre, parce que il y a tellement de fantasmes autour de ça que dès qu'on en parle, on se coltine aux fantasmes des gens.
Tu nous as parlé de ta famille, de ton milieu, on va dire, amical, avec lequel il y a eu pas mal de prises de distance. Par rapport justement au milieu professionnel, comment ça s'est passé, toi, depuis 12 ans? J'ai pas un sale caractère, mais j'ai un caractère où je confronte les gens. Donc je pense que ça m'a toujours un peu préservé. Et j'ai toujours, dans mes travail, on dit travail, dans mes travails, parlé très rapidement de mon statut sérologique et très rapidement fait un rappel à la loi et à ce qui pouvait se passer et au fait que j'avais aucun problème à aller en justice si c'était nécessaire, sans parler en frontal, hein, mais tu sais, tu passes par d'autres trucs. Donc ça m'a un peu préservé. Je voulais revenir, tu as commencé à l'évoquer, différentes situations, notamment on en parlait tout à l'heure avec le corps médical qui était délicate. Quelles situations discriminantes, toi, tu as vécues et qui t'ont marqué? Ça a été extrêmement violent, c'est-à-dire que j'ai arrêté de sortir, quoi, parce que je sortais en boîte de nuit, j'entendais Salcidaïque va crever, bon, bah, finalement... Est-ce que c'est des gens que tu connaissais parce qu'à Nice, parce que tout le monde se connaissait un peu, ce que tu nous disais? Et encore aujourd'hui, c'est un problème qui existe, c'est que quand quelqu'un apprend qu'on est séropo, très vite, enfin, normalement on dit PV-VIH parce que ces personnes vivant avec le VIH est moins stigmatisant. Mais quand quelqu'un sait qu'on est séropositif, très vite ça se transforme parce que la personne ne connaît pas la différence entre le sida et le VIH, qu'elle ne connaît pas le TASP, donc elle ne sait pas que sous traitement on n'est pas contaminant. Très vite ça se transforme tu feras gaffe, Nico, il a le sida, il le refile à tout le monde et il s'en fout. Donc forcément, du coup, ça crée des comportements et il y a des gens qui peuvent avoir des comportements violents avec nous parce qu'ils pensent qu'on est dangereux. Alors que ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, c'est paradoxal bah oui, c'est paradoxal, c'est pour ça que c'est compliqué, c'est qu'il faut que les gens comprennent que étonnamment, ce n'est pas les séropositifs qui contaminent, ce sont les séronégatifs. C'est-à-dire que la personne qui est diagnostiquée, elle est mise très vite sous traitement, et que quand le traitement est efficace, qui est la grande majorité des cas, et que notre charge virale est indétectable depuis plus de 6 mois pour être le plus correct, on ne peut plus transmettre le virus. Donc en soi, c'est quand le diagnostic, quand la sérologie elle est ignorée qu'il y a un risque de transmission. Donc étonnamment, c'est ceux qui pensent être séronégatifs qui sont des vecteurs. C'est là où il peut y avoir un vecteur potentiel de transmission. Mais c'est vrai que de dire à quelqu'un, bah non, c'est pas les séropositifs qui se transmettent le VIH, mais ce sont les séronégatifs, c'est étonnant, tu vois. C'est un cas. Bon, c'est un raccourci, tu vois, quand je dis ça. Mais... Tu l'as dit, toi, tu as surtout vécu des expressions de rejet, au final, de gens qui ne savaient pas et qui ont pris leur distance, qui avaient une forme de peur, finalement. Mais donc, des menaces, des insultes, peut-être. C'est resté au stade de la parole. Tu parlais aussi, tu as évoqué un moment des comportements violents. Tu as été peut-être déjà victime d'agressions physiques ou de ce genre de choses? Ça a été jusque-là? J'ai jamais eu d'agression physique. Après, moi, je suis quelqu'un qui a arrêté de sortir. Donc, c'est-à-dire que c'était tellement violent que... Tu as pris tes distances. J'ai pris mes distances, et même au niveau des aventures, des rencontres, je faisais vraiment attention parce que j'avais notamment très peur de ça. Et que tu sais pas comment les gens réagissent, et que j'ai déjà eu des mecs qui, à l'époque, commençaient à m'insulter, me traiter d'assassin, me dire on va te fracasser la gueule. Enfin, donc c'est assez étouffant. Mais il y a une autre forme de discrimination, parce qu'on a aussi une forme de discrimination positive. Et ça, c'est étonnant. C'est j'ai été sujet au syndrome de l'infirmier, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Le syndrome de l'infirmier, c'est le mec qui tombe amoureux. C'est-à-dire que très vite, c'est-à-dire qu'il te regarde comme une sorte de mec... De bête curieuse? Ouais, non, ouais, de trucs un peu déjà morts, et qui dit « Ah, je suis quelqu'un de très bien, parce que tu vois, regarde, moi j'accepte. » Et qui d'un coup va te traiter comme une sorte de... Ah oui, dans le sens où il pourrait se comporter vis-à-vis de toi comme un infirmier avec un patient. C'est ça, quoi. Et je crois que... C'est une sorte de fétichisme. C'est ça. J'ai déjà quitté quelqu'un à cause de ça, parce qu'il m'a dit « Mais tu crois que c'est facile pour moi ?» Moi, je l'ai quitté en disant « Regarde, c'est facile pour toi maintenant. » C'est quelque chose, toi, que tout de suite tu disais à de potentielles rencontres, etc. Ouais. Tout de suite, tu expliquais... Avec le recul, je l'aurais fait différemment. Parce que je pensais que c'était courageux de le faire, et je me suis rendu compte que c'était aussi une forme de lâcheté. Parce que c'était une forme de lâcheté, parce que c'était pas intègre par rapport aux droits des PV-VIH. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je maintiens qu'on a le droit, on n'a aucune obligation de ne pas le dire, parce que ce n'est pas dangereux. Et que c'est qu'en fait, on ne prévient pas les gens quand on le dit. C'est pas un aveu de le dire, c'est une confidence. On se confie une part de notre intimité, et c'est quelque chose qui nous met en danger à chaque fois qu'on en parle. Donc c'est vraiment une confiance. C'est nous qui faisons confiance quand on en parle. Mais toi, peut-être qu'à l'époque, avant d'avoir cette réflexion-là aujourd'hui, tu vivais ça comme un aveu, en mode si je le dis pas, j'ai l'impression de la personne de la mettre en porte-à-faux. Et non, c'était encore plus pernicieux que ça. Je le disais parce que j'avais peur qu'on me le reproche et qu'on soit violent avec moi plus tard.
Et que j'avais très peur en fait de ça, et je le faisais en me disant au moins si le mec il est violent maintenant et je peux mettre mes distances. Ce qui me faisait très peur, c'est de rencontrer un mec, de prendre un café, de me dire que tout se passe bien et que le mec l'apprenne et se mette à vouloir me péter la gueule, ou tu vois, ou à m'insulter, ou à me dire que ça me faisait vraiment très très peur. En 2022, quelles sont encore les difficultés, j'allais dire, qu'un séropositif, toi en tout cas personnellement, que tu as vécu sur le plan au quotidien? En fait, de la peur des gens, qu'est-ce qui va en découler très concrètement, peut-être dans la vie de tous les jours, pour rechercher un logement, un boulot, tu vois, de manière très concrète au quotidien? Dans les trucs très concrets, parce qu'il y a plusieurs choses. Dans les trucs très concrets, c'est par exemple les crédits et le comportement des assurances. C'est en train de changer. Apparemment, ça bouge, mais il y a des assurances qui nous mettaient des surprimes qui étaient démentielles. Donc, il y a ce point-là. Et le problème, c'est qu'il y avait beaucoup d'assurances qui, au-delà, je crois, de 200 ou 300 000 euros, imposaient une prise de sang. Donc, on ne pouvait même pas mentir, quoi. Maintenant, je pense que le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on fait tout reposer sur les associations. Et qu'une association ne peut pas passer son temps à dépenser, parce que c'est pas bon aussi pour l'économie, des millions dans des campagnes qui ne suffisent pas. Le problème, c'est que les campagnes, elles sont là parce que c'est le seul moyen, et qu'il va falloir aussi à un moment attaquer les médias et de dire à un moment, oh, les médias, les producteurs, bougez-vous. T'as pas un personnage séropositif dans les films. On arrive en quelques années à faire une évolution folle en termes de mentalité au niveau de la transgenrification, c'est génial. Au niveau de la sexualité, on a bougé, c'est génial. Au niveau des Noirs, c'est génial. Au niveau des femmes, c'est génial. VIH, 40 ans, le néant toujours un total. manque de représentation. Alors justement, toi, partant du postulat qu'il n'y avait pas de représentation, pas de représentativité dans les médias, dans le monde culturel, que la prévention, comme tu nous l'expliquais tout à l'heure, n'était pas forcément des fois toujours très bonne, tu as pris le parti d'en parler toi-même sur les réseaux sociaux, à travers ton compte Super Séro. Alors déjà, sur quels réseaux sociaux on peut te retrouver si on veut te suivre là sur les réseaux sociaux, où ça se passe? C'est sur TikTok et sur Instagram. On avait fait un site internet, mais après, bon, c'est plus, en fait, c'est TikTok surtout. TikTok et Instagram. TikTok pour les vidéos et pour la création. Instagram pour pour le contact. Ok. Parce qu'on ne peut pas te parler sur TikTok. Oui. Il faut que les gens soient abonnés, et Instagram, tu peux. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, toi, déjà, quand tu as décidé de te lancer sur les réseaux sociaux pour parler de la séropositivité, et à l'époque, dans quelle démarche tu étais? Parce que là, on a entendu, on a échangé toutes ces réflexions, mais que tu n'avais peut-être pas à l'époque. Comment s'est faite ta démarche vers les réseaux sociaux? Alors, à la base, au tout début, je voulais rien créer. Moi, je voulais faire partie d'une asso et je voulais aider. Je me suis retrouvé, on m'a fermé que des portes. C'est-à-dire que c'était pas à Paris, parce qu'à Paris, il se passe beaucoup plus de choses, et je pense que ça serait passé différemment. Ça serait passé vraiment différemment. Mais d'où je viens, c'est des assos qui sont plus petites, avec des groupes qui sont plus petits. Ça a vraiment pas du tout intéressé les gens. Moi, ma volonté au début, c'était de créer une antenne de témoignages et de donner de la visibilité aux personnes séropositives. On m'a répondu très clairement que c'était pas du tout intéressant, que ce qu'il fallait, c'est qu'on reste dans l'ombre, ce qu'il fallait, c'est qu'on soit protégé, qu'il fallait qu'on soit invisible. Je remarque une chose, mais du départ, entre le discours du médecin jusqu'aux associations près d'où tu étais à Nice, etc., c'est toujours la même chose. C'est cachez-vous, n'en parlez pas. Il y a une constance qui est assez tristement remarquable. Mais tu vois, les gens qui sont à Paris, ils n'ont pas la même expérience, parce que ceux que je rencontre, avec qui on échange, qui ont été infectés là à Paris, c'est pas du tout la même expérience. C'est beaucoup plus. Les choses, elles vont beaucoup plus vite. Il se passe des choses. Tous les échanges que j'ai eu avec le monde associatif à Paris, c'est extrêmement bien passé. Et tu vois qu'il y a des choses qui bougent. Peut-être tu l'as vraiment senti, le décalage entre la capitale. Ah oui. Ouais. Énormément. Sur alors, les mentalités. J'imagine pas, en plus, parce que Nice, c'est une moyenne ville, mais alors j'imagine pas aux autres endroits, quoi. J'imagine pas le néant que ça peut être, quoi. Bon, après, c'est... Bon. Tu as d'abord créé des réseaux sociaux, puis après... Non. Alors, à la base, c'est une association, un site internet. C'est l'association. Ok. Le site internet... l'application, on était mis sur les applications de rencontres, et on a commencé à faire un petit groupe où les gens qui voulaient, on faisait un apéro, encore aujourd'hui, on fait un apéro à la maison tous les mois. C'est ouvert aux PVVIH, donc aux personnes vivant avec le VIH, mais aussi, et là c'était important pour moi, aux personnes séronégatives, ouvert aussi à ceux qui en ont peur. Et c'est ça qui est génial. Tu voulais pas faire quelque chose de
de Non, communautaire et justement... Non, j'avais très peur que ça soit un groupe d'hommes homosexuels séropositifs qui cherchent à faire des rencontres amoureuses. J'avais très peur de ça. Et ça va, on a vraiment arrivé à éviter ça. Et puis maintenant, il y a des femmes, des hétéros, des homos, des jeunes, des moins jeunes, et même des gens qui ont des comportements sérophobes et qui le disent et qui arrivent en disant j'ai très peur et qui arrivent. Et puis c'est génial parce que du coup tu te dis waouh, tu te retrouves avec une personne séropositive qui est depuis 10 ans ou depuis 15 ans ou depuis 20 ans et en face tu as un mec qui est complètement paranoïa sur le VIH et ça se passe bien en fait. Pour faire évoluer les mentalités, il y a besoin de ce genre d'initiatives comme la tienne et il y a aussi besoin des associations et on va dire d'organismes institutionnels, pas que comme tu l'expliquais, mais comme le SIDAction. En 2022, le SIDAction il aura lieu les 25, 26 et 27 mars. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi c'est un rendez-vous qui est toujours très important ? Ce qui est vraiment important, c'est que c'est le cœur énergétique de tout. C'est-à-dire que c'est la seule association qui finance la recherche et qui vraiment finance les autres associations qui vont permettre, en tout cas que tout ça, ça se mette en branle. C'est vraiment le cœur économique, stratégique de tout, quoi. Et puis en plus, c'est le lien aussi médiatique avec les célébrités, la télévision, tout ça, les grandes chaînes, les trucs. Sans ça, je pense qu'on s'en sortirait pas. Et après, tu as les autres associations qui sont sur le terrain, qui vont mettre les choses qui vont avoir une stratégie préventive, informative. Donc c'est le cœur stratégique. Et il me semble que tu l'as pas redit ici, mais on peut faire des dons au SIDAction aussi. Oui, il faut faire des dons. Oui, il y a le truc du SIDAction pendant le SIDAction, mais pendant toute l'année. Oui, tout au long de l'année, quand on veut faire des dons sur le site. Au SIDAction. C'est un chiffre du SIDAction. Il y a environ 25% des jeunes qui se disent mal informés sur le VIH. Toi, si tu avais un seul message à faire passer aux jeunes, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Parce qu'on a dit beaucoup de choses aujourd'hui, mais si tu devais résumer en une ou deux idées très claires, qu'est-ce que tu voudrais dire aux jeunes? Je pense qu'on devrait leur faire confiance, c'est-à-dire qu'il faudrait vraiment s'axer sur cette génération, leur permettre d'en parler, leur permettre de s'informer, leur permettre d'aller sur des plateaux, d'aller faire des débats, d'aller faire des... Parce que c'est aussi la génération qui est vachement dans tout ça, tu vois, et qui arrive à emmagasiner tout un tas d'informations rapidement, à déconstruire et à retransmettre. Et je pense que je pense vraiment que c'est eux qui peuvent changer la chose. En tout cas, j'espère qu'à travers cette émission, on aura permis un petit peu à faire évoluer certaines mentalités. Merci beaucoup Nicolas d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et puis bonne continuation.